Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence. Vous avez très bien répondu à l'appel. On a eu plus de 85 inscriptions pour l'événement, donc j'imagine que c'est la magie du virtuel qui permet ça. Donc, merci d'être ici. Je suis très heureuse de voir l'enthousiasme ou l'intérêt que soulève ce sujet-là. Enfin, il est important qu'on puisse parler de ce thème, donc du thème de l'impact environnemental des déplacements liés à la recherche. Je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais remercier le Centre Lemaire en gestion responsable de l'Université de Sherbrooke et aussi l'équipe d'animation du thème fédérateur en recherche sur les changements climatiques et l'environnement de l'Université de Sherbrooke qui ont permis l'organisation de cette activité-là. L'activité s'inscrit aussi dans la programmation du Cercle étudiant en environnement et changement climatique, qui est une nouvelle initiative du thème fédérateur de recherche qui regroupe les étudiants de deuxième et troisième cycle de l'Université de Sherbrooke qui sont motivés à soutenir l'action en changement climatique en favorisant les échanges et le co-développement. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais tout de suite vous présenter nos conférenciers. Mathilde Jutras et Julien Arsenault. Donc, Mathilde Jutras, elle détient une maîtrise en sciences climatiques de l'Université McGill. Elle réalise en ce moment un doctorat en océanographie et en désoxygénation du fleuve Saint-Laurent. Mathilde, elle est également membre du comité intersectoriel étudiant des FRQ, dont le mandat est de conseiller le scientifique en chef du Québec, M. Quirion, sur les enjeux touchant la relève en recherche. Julien Arsenault est pour sa part étudiant au doctorat en géographie à l'Université de Montréal. Sa thèse porte sur la limnologie des mares de tourbières et sur les interactions eau-sol-végétation dans les milieux humides. Depuis 2018, Julien s'intéresse aussi aux empreintes environnementales des universités, le sujet qui nous intéresse donc aujourd'hui. Il a d'ailleurs mené une étude sur la mobilité académique de l'Université de Montréal et les résultats ont été publiés dans la revue Environmental Research Letters en 2019. Donc, depuis 2019, Mathilde et Julien donnent le genre de conférences qu'ils vont nous donner aujourd'hui à plusieurs endroits, donc à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et plusieurs autres départements de l'Université montréalaise. Et on a le plaisir donc de les recevoir aujourd'hui. Merci à vous deux d'être là. J'aimerais mentionner peut-être aux participantes et aux participants que de facto, en entrant, vos micros et caméras ont été désactivés pour le temps de la présentation, qui sera d'une durée approximative d'environ 30 minutes et ce sera suivi d'une période d'échange et de questions ensuite avec l'ensemble des participants et à ce moment-là, vous pourrez avoir accès à votre micro et à votre caméra. En attendant, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans la section discussion du Zoom pour poser vos questions. Nous, on va les recueillir et je pourrai par la suite les poser aux conférenciers et conférencières en période de questions. Peut-être dernière information, la portion présentation de la conférence va être enregistrée, mais l'enregistrement va cesser au moment de la période de discussion. Donc, soyez très à l'aise par la suite de poser vos questions et de discuter par la suite. Donc, si ça vous va, si ça va à tout le monde, si nos conférenciers et conférencières sont prêtes, je vous cède la parole, Mathilde et Julien. Merci. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation aussi. On est vraiment content de pouvoir reprendre nos activités de sensibilisation, là, malgré la COVID-19, ça avait été un peu suspendu, disons. Donc, comme vous avez pu voir dans les présentations, ce n'est pas nos sujets de doctorat principaux, c'est juste quelque chose vraiment qui nous intéressait plus au niveau des implications éthiques de la recherche en tant que jeunes chercheurs. Donc, on va partir tout de suite. Dans le fond, je vais vous faire il y a un petit sondage qui va apparaître. Là, on veut savoir un peu qui vous êtes. Voilà. Puis pendant que vous répondez, je peux commencer. Bien, c'est ça, c'est sûr que le sujet des voyages en avion, c'est quelque chose qui a été perturbé. Dans le sens que les gens voyagent moins là, avec la COVID-19 et tout ça.
Mais je pense quand même que c'est bon justement d'en profiter pour avoir la réflexion puis de penser par après comment est-ce qu'on veut revoir nos pratiques en ces termes-là. Le but de notre présentation, c'est vraiment pas d'être accusateur. Nous aussi, on a voyagé ou on voyage. C'est un sujet qui peut être quand même assez sensible, mais l'idée, c'est vraiment juste de donner des chiffres, de montrer quelques études pour faire réfléchir, dans le but d'engager une discussion et d'avoir une réflexion collective à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que on va s'en tenir à une trentaine de minutes de présentation, puis après, on veut vraiment entendre vos réactions, vos débats, avoir un débat, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Donc, voilà, je vois que on a principalement avec nous aujourd'hui des étudiants à la maîtrise, des professeurs. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, d'avoir à la fois la vision des étudiants et des professeurs parce que les implications sont différentes. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec cette diapositive-là que j'ai simplement pris hier. C'était pour montrer le nombre de vols qu'il y avait, le nombre d'avions qu'il y a dans le ciel à un moment donné. Je n'ai pas pris juste avant la présentation. Mais malgré la COVID, comme vous voyez, on avait quand même 12 000 avions qui étaient en vol à peu près à la même heure hier. Donc, ça donne une idée. Puis là, on a un autre petit sondage, en fait, que Maxime pourrait lancer. On veut savoir, avant de vous donner les chiffres et que vous vous sentiez un peu perturbé par tout ça, on veut savoir, premièrement, combien de voyages en avion vous faisiez au total annuellement, donc voyages personnels et pour le travail, et ensuite plutôt dans le contexte académique. Je peux vous laisser 2-3 minutes pour ça. 2-3 minutes, 30 secondes. Comme vous allez le voir, c'est variable ça pour justement si on est un étudiant au bac à la maîtrise ou un professeur et tout ça, c'est sûr que ça varie le nombre de vols qu'on fait. On peut le laisser ouvert, laisser les gens continuer à répondre, à calculer dans leur tête. Je peux juste dire, là, dans le fond, on va commencer la présentation vraiment avec quelques chiffres qui vont juste permettre de lancer la réflexion. Donc, juste vous donner quelques informations de background. Je pense qu'on a les résultats ici. Donc, on voit que la plupart des gens ne voyageaient pas. C'est peut-être dû au fait justement qu'on a beaucoup d'étudiants à la maîtrise. J'avoue que quand on donnait les présentations ailleurs, on avait souvent des chiffres plus élevés que ça. Mais on a quand même quelques personnes qui voyagent plus, donc on pourra y revenir. Alors, juste pour commencer, l'aviation, ça représente 2% des émissions globales. Donc, ça paraît pas tant que ça, mais il y a deux choses à considérer. La première, c'est que, comme vous allez le voir, pour plusieurs d'entre vous, c'est en fait une beaucoup plus grande fraction de vos émissions annuelles que 2% en tant que Nord-Américain et tout ça. Ensuite, c'est que c'est le secteur émetteur de GES qui est le plus en croissance. On a eu une hausse de 75% des vols entre les années 90 et 2012, une hausse de 70% des émissions de 2006 à 2019, et on prévoit qu'en 2050, on va passer de 1,8 à 4,8 milliards de voyageurs. Pour 6 fois les émissions de GES, et à ce moment-là, on pourrait atteindre non pas 2%, mais 22% des émissions globales. Si on regarde pourquoi les gens voyagent, nous, ce qui est intéressant ici, c'est ce 14%-là dû au travail qui est en augmentation. Il y a aussi toute la mode du, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais le travail et les conférences, puis le fait que c'est comme du travail et de la plaisance en même temps. Maintenant, on va regarder plus à un niveau personnel. On a un autre petit sondage. Après ça, on va arrêter de vous déranger. C'est juste que ça va aider peut-être à faire la réflexion. Donc, selon vous, les voyages en avion représentent quel pourcentage des émissions moyennes d'un professeur universitaire ou d'un étudiant? Alors, ça rentre. Avant de vous donner la réponse, de sonder un peu. OK. Donc, la majorité des gens ont répondu 25% des émissions. On va voir qu'est-ce que c'est la réalité. Alors, en fait, ça se situe plutôt autour de 50%. Si on regarde un Canadien moyen, il va émettre 14 tonnes de CO2
en moyenne par année. On voit ici, c'est beaucoup dû au déplacement en voiture. Après ça, l'avion en moyenne, pour un Canadien, c'est 1,1 tonne. Évidemment, il faut qu'on mange. L'électricité, ça va dépendre des provinces. Si on considère qu'un professeur a le train de vie d'un Canadien moyen, là, ce qui peut probablement être une hypothèse pas si loin de la réalité, et qu'on ajoute, ici on a pris les chiffres de l'étude à l'Université de Montréal de Julien, où un professeur émet en moyenne 11 tonnes seulement en vol, mais on voit qu'on s'approche là, de la moitié et ça fait gonfler les émissions à 20 tonnes de CO2 par année. J'ai voulu faire l'exercice pour moi. J'ai pris moi en 2014 avant d'avoir regardé ces chiffres-là, mais je pensais quand même que j'étais écolo. Mais par contre, bon, dans le cadre de ma maîtrise, là, je disais oui à toutes les opportunités qu'on me disait qui étaient bonnes pour ma carrière, si on veut. Et j'ai trouvé quand même que l'avion représentait la moitié de mes émissions de CO2. Donc, juste en coupant l'avion, j'aurais pu réduire de moitié. Ça m'a quand même étonnée. Pour vous donner une idée, si on veut respecter l'accord de Paris, il faudrait que tout le monde émette 3 tonnes par année, qui seraient toutes compensées d'ici 2050. Donc, on est quand même loin de ça. Et je vous encourage vraiment à faire le lien, à faire l'exercice. Je vais donner des liens à la fin de la présentation qui vous permettent de le faire. C'est entre autres quelque chose que Greta Thunberg, dont on entend moins parler ces temps-ci, peut-être malheureusement, dit, c'est que finalement, des fois, on a des préconceptions sur nos habitudes et tout ça, puis c'est vraiment en faisant ces exercices-là qu'on réalise certaines choses, surtout au niveau, justement, moi, je trouve la fraction, là, le fait que ce soit la moitié, ça m'a quand même étonnée. Donc, tout ça pour dire que pour probablement tout le monde qui assiste à la présentation ici, même si vous avez des habitudes de vie écologiques dans la vie, il y a de très bonnes chances que l'aviation, étant donné votre posture dans le monde académique, représente une très grande fraction de vos émissions annuelles. Ici, je mets quelques comparatifs entre différents moyens de transport, aussi dépendamment de nos habitudes de vie. Puis j'ai un petit sondage pour vous, juste pour vous faire réfléchir un peu. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est plus écologique entre prendre l'avion ou covoiturer pour aller à Calgary? Parce que l'idée aussi, quand je disais de faire l'exercice, c'est que des fois, on peut être étonné, puis on peut être étonné des réponses. Ici, je peux attirer votre attention. Vous voyez le train, le bus en Amérique du Nord, c'est encore mieux parce que les trains, ils sont au gaz, puis souvent, ils sont quand même assez vides, là, donc ça fait un peu monter les émissions. Mais si on imaginait un monde où tout le monde prenait le train, peut-être comme en Europe, ben, ça ferait réduire ces chiffres-là. OK, donc on a quelques réponses. Alors, voilà les résultats. Donc, les gens disent le covoiturage à 2. En fait, la réponse, c'est que c'est égal. Donc, si vous êtes seul ou à 2, vous pouvez prendre l'avion. Ça devrait être égal. Mettons, tout seul, peut-être c'est plus écologique. Il faudrait être 3 ou 4 dans la voiture pour que ça vaille la peine de faire le 3 jours de trajet. Juste un petit rapidement sur la science. Là, je parlais seulement de l'effet du CO2, mais quand on regarde l'effet des avions, le réchauffement est 2 à 4 fois plus élevé que simplement l'effet du CO2. Il y a quelques raisons pour ça. Une première, c'est qu'il y a d'autres gaz, comme les oxydes d'azote, qui vont contribuer au réchauffement. Il y a aussi le fait que les avions, ils émettent de la vapeur d'eau et des aérosols qui, en haute altitude, vont former des nuages. Et ces nuages-là, étant donné qu'ils sont en haute altitude, ont une balance radiative négative, ce qui va faire que ça ajoute à l'effet de réchauffement. Par contre, cet effet-là est de courte durée. Une fois que le nuage s'en va, c'est terminé. Donc, ça veut dire que si on arrête de voler demain, ben, on enlève cet effet-là. Par contre, les émissions, elles restent à long terme. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ça, là, parce que l'effet va au-delà simplement des émissions de CO2. Là, vraiment quand même 2 à 4 fois plus élevé. Je vais passer le relais à Julien maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Mathilde vient de le présenter. En fait, l'avion est vraiment le moyen de transport qui est le plus polluant sur la planète. Mais on travaille en sciences, on est dans le milieu universitaire, on se dit souvent qu'on n'a pas le choix de prendre l'avion en tant que chercheur, de prendre parce que ça fait partie de notre travail. On doit participer à des congrès, à des conférences, on doit voyager pour faire de la collecte de données sur le terrain. Les professeurs doivent aussi parfois siéger sur des comités internationaux. C'est très gros, c'est une grosse part de du travail de chercheur. Néanmoins, on peut chiffrer l'empreinte carbone des chercheurs et on peut regarder, en fait, comparer différentes données, différentes recherches qui ont été faites
dans différentes universités. On pourrait peut-être changer de slide. Oui, désolé. Merci Mathilde. Voici quelques chiffres, en fait, très intéressants. Il y a différentes recherches qui ont été faites dans les dernières années. On va se concentrer sur le Canada. Il y a des recherches qui ont été faites à l'international aussi, mais on va parler plus de notre réalité nord-américaine. Donc, les chiffres que vous voyez ici comparent McGill, l'Université de Montréal et l'Université de Colombie-Britannique. Donc, on voit rapidement, là, il y a une différence assez notable entre les différentes universités. Mais néanmoins, il y a tout un pattern géographique qui peut expliquer ces différences entre les données-là. Donc, rapidement, à McGill, un chercheur, un prof va voyager environ 13 000 km par année. À l'UDM, qui est la recherche en fait que j'ai menée, c'est 98 % des professeurs ont voyagé en 2018 pour le travail. Quand je dis 98 % des profs qui ont voyagé, dans la grande définition du voyage, on ne considère pas juste les voyages par avion, on considère en fait tout ce qui est sorti de la région montréalaise. Donc, il y a beaucoup de gens en fait qui vont à Québec, par exemple, pour des conférences. Mais néanmoins, dans ce 98 % des profs-là, on se rend compte qu'il y en a 74 qui ont pris l'avion pour aller en Europe. C'est quand même beaucoup. Donc, au total, on parle d'environ 33 000 km par année qui sont voyagés pour le travail par des profs à l'Université de Montréal. 33 000 km, qu'est-ce que c'est? C'est 3 allers-retours Montréal-Paris. Évidemment, les étudiants gradués vont voyager un peu moins. Ils vont faire environ 6 000 km par année. Ça veut dire qu'ils vont à Paris et qu'ils ne reviennent pas. Et ce qui est intéressant, en fait, de noter, c'est que dans 60 % des cas, les voyages qui ont été effectués par les membres de l'Université de Montréal ont été pour assister à des conférences ou à des congrès. Donc, on voit en fait que la part des conférences est très importante dans l'empreinte environnementale de notre profession. Puis à UBC, on parle de 45 000 km par année, ce qui est beaucoup plus élevé qu'à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill, mais néanmoins, UBC, c'est à Vancouver, qui est un peu éloigné de tout. Donc, les chercheurs de UBC doivent parcourir des plus grandes distances, en fait, pour assister à des congrès ou faire du terrain souvent. Donc, c'est beaucoup de kilomètres, ce qui veut dire que l'empreinte carbone, en fait, des académiques est très grande. Néanmoins, est-ce que, il faut se poser la question, est-ce que voyager autant, ça peut favoriser le succès ou la réussite d'un chercheur? Ça, c'est une question que Mathilde pourra nous répondre. Oui, bien, c'est là toute la question, en fait. Puis, on veut vous amener à vous montrer les résultats d'une étude vraiment intéressante faite par Seth Wines à UBC. Il a corrélé le nombre de vols avec différents indices qu'on utilise pour la réussite académique. Ici, vous voyez le H-index, le HLA, qui est comme un H-index, en fond, fait que, avec le nombre de publications et tout ça, mais celui-là est corrigé pour l'âge du chercheur, l'avancement dans sa carrière. On a le nombre de citations, on a le nombre d'auteurs dans les papiers qui est utilisé comme indicateur, comme métrique pour le nombre de collaborations internationales. Et ce qu'il trouve, c'est qu'au-delà de 1 vol par an, il n'y a pas de corrélation entre ces indices-là et le nombre de vols en avion. Donc, il semblerait que ce vol-là en avion puisse faire la différence, mais après, des fois, peut-être que ce n'est pas toujours si utile. Donc, c'est quand même un résultat assez intéressant. Autre chose qu'ils trouvent, c'est que 5 à 10 % des vols sont facilement évitables parce que c'est soit des allers-retours en une journée. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas l'excuse de dire des conversations de couloir dans la conférence, par exemple, le fait de développer des collaborations, faire du social. Ou alors, c'est des très courtes distances qui auraient pu être faites en voiture, en bus ou en train. Ça, c'est quelque chose dont on pourra parler, mais c'est peut-être pas nécessaire de prendre l'avion pour aller à Toronto de Montréal. Aussi, ils trouvent qu'il n'y a pas de différence pour les départements des sujets verts, comme disons géographie, sciences du climat et tout ça, et les autres départements. Et ça, c'est un truc que plusieurs études trouvent. Ici, je montre les résultats d'une étude qui a montré qu'en fait, les gens qui étudient les changements climatiques voyagent même un petit peu plus que les autres, et moins pour les voyages personnels. Et ça avait été trouvé dans d'autres études aussi. Donc, on a tendance peut-être à, des fois, se déresponsabiliser quand c'est dans le cadre de notre travail. Et ce dernier aspect-là, je trouve que c'est important de souligner que ça traite aussi du sujet de la crédibilité des scientifiques du climat dans ce cas-ci, mais en général aussi, je pense, des scientifiques qui ont quand même une certaine responsabilité morale, là, étant donné qu'on est, je ne sais pas, financé par les fonds publics et tout ça, d'un peu montrer l'exemple.
En fait, il y a des études dans le cas des scientifiques du climat qui ont montré que ce genre de comportement-là peut nuire à faire passer le message qu'ils tentent de véhiculer, parce que ça peut être vu comme une hypocrisie. Juste pour vous donner un petit exemple pour la petite histoire, moi, ça m'est arrivé d'hésiter à vouloir aller visiter un chercheur pour une semaine sur la côte ouest, parce que je disais, est-ce que l'effet CO2 du voyage en avion va valoir la peine? Et mon superviseur m'a répondu, mais non, mais si toi, tu prends l'avion, il y a 100 personnes qui ne vont pas prendre l'avion parce que tu étudies les changements climatiques. Mais disons qu'on peut un peu douter de cette logique-là quand même. Quelques petits points rapidement aussi, juste qu'on veut souligner là, avant la discussion. D'abord, les compensations carbone. C'est sûr que ça peut être une solution en cas de besoin, mais on voulait juste souligner, bon, premièrement, ils ne sont pas tous fiables. Je sais que l'Université de Sherbrooke a un bon programme plus local où on peut vraiment faire un suivi, donc ça, c'est bien, mais il y a des fois où on peut en acheter qui vont financer des projets et il y a eu des cas répertoriés de triche. Là, il y en a plein, si vous voulez, je peux vous donner les références, contactez-moi. Souvent, ce qui va être plus direct, ça va être de planter des arbres, mais il faut penser que ce n'est pas nécessairement tout le carbone qui est stocké. Puis, étant donné que les avions ont brûlé du pétrole qui est comme du CO2 qu'on ajoute, mais on ne pourra pas à un moment recouvrir la terre d'arbres non plus. Donc, ce qui s'applique ici, c'est vraiment le principe écologique de base. D'abord éviter, ensuite réduire, avec par exemple des technologies, peut-être des avions plus petits, moins polluants, et ensuite penser à compenser. Alors les compensations, oui, mais pour les vols qu'on est vraiment obligé de prendre, peut-être pour ce un vol par année qui semble pertinent pour les universitaires. Je peux mentionner aussi que c'est intéressant de savoir que les fonds de recherche du Québec remboursent les compensations carbone dans les fonds de recherche. Et pour ce qui est des fonds fédéraux comme CRSH, CRSMG, c'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qui est en discussion, là, si jamais ça vous intéresse. Un autre petit point que je voulais souligner, c'est la question d'équité environnementale ou d'équité sociale. Parce que quand on regarde, c'est vraiment principalement les Occidentaux qui voyagent. En fait, 5% des gens sur Terre ont déjà pris l'avion. Et même dans un pays, ça va être les plus riches qui vont voyager. Par exemple, en Angleterre, c'est 15% des gens qui font 70% des vols. Alors, oui, le voyage en avion, ça a de nombreux avantages là, dans le milieu universitaire. Mais si on veut que ce soit accessible à tout le monde avec un budget carbone limité par personne, ben, il va falloir que nous, on voyage moins. C'est vraiment une question, c'est ça, d'équité environnementale. Et un des trucs, en fait, un des problèmes avec le voyage, ça réside dans la culture du voyage dans le milieu académique. Il y a un côté très jet-set au voyage. Tout le monde aime voyager. Puis donner une conférence dans un congrès international, c'est une super belle reconnaissance par les pairs que notre travail est important et intéressant. C'est aussi un très bon argument de base dans le milieu universitaire pour se mettre des œillères quant à notre empreinte environnementale. On doit voyager pour faire du terrain, on doit voyager pour rencontrer des collègues, on doit voyager pour chercher la reconnaissance des pairs. D'ailleurs, vous savez probablement qu'il y a beaucoup de dossiers de candidature ou de demandes de subventions qui ont parmi leurs critères d'évaluation ce critère de outreach. Donc, on mesure souvent les retombées d'un projet de recherche ou la qualité d'un chercheur, non seulement par le nombre de publications, mais aussi par le nombre de conférences, de présentations qui vont être données. L'empreinte carbone des chercheurs, c'est un sujet qui est sensible, qui est très polarisant aussi. Moi et Mathilde, on a donné plusieurs fois ce genre de conférences-là et comme je dis, c'est très polarisant. Dans nos présentations, il y a des profs qui nous parlent et qui nous disent en fait qu'eux ont décidé de ne plus voyager pour différentes raisons, surtout environnementales. Mais néanmoins, ces profs-là qui décident d'arrêter de voyager ou de réduire le nombre de voyages sont souvent rendus dans un stade dans leur carrière qui est beaucoup plus avancé et qui n'ont plus rien à prouver finalement. Puis de l'autre bord, ceux qui voyagent aussi le plus sont aussi ceux dont la carrière est la plus avancée, ce qui amène justement le côté un peu jet-set du voyage. Donc, ça nous amène à nous poser la question, à qui appartient la responsabilité de réduire le nombre de voyages effectués par des chercheurs? Bien, c'est une responsabilité, à notre avis, qui est partagée entre tous les paliers de la recherche. Donc, il y aurait une responsabilité individuelle, une responsabilité associative ou départementale, une responsabilité institutionnelle de la part des universités et une responsabilité gouvernementale.
Et comme c'est une responsabilité qui est partagée, chaque palier doit poser des gestes concrets pour arriver à réduire le nombre de voyages qu'on fait pour la recherche dans le but ultime de réduire l'empreinte carbone de notre travail. Je parlais de, bon, c'est ça, différentes responsabilités. On va commencer avec une responsabilité individuelle. Les chiffres qu'on montre juste ici sont un copier-coller de ce que vous avez vu tout à l'heure de l'empreinte de différents moyens de transport. Évidemment, notre responsabilité individuelle, elle est très large. Selon nous, en fait, une des meilleures façons de limiter notre empreinte carbone, c'est évidemment de limiter le nombre de voyages en avion qu'on pourrait effectuer à un maximum. Et ça revient en fait à la référence de Seth Vines qui nous dit que on a le droit et un peu plus, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. Néanmoins, si on doit voyager, idéalement, on préférerait d'autres moyens de transport que l'avion. Il y a un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est de jumeler plusieurs activités par voyage. On voyage pour une conférence, bien, pourquoi pas en profiter pour rencontrer plus de collaborateurs ou de mettre en place des collaborations. Voyage pour aller faire une collecte de terrain à l'étranger ou dans d'autres régions du pays. On peut mettre en place différentes collaborations avec des chercheurs sur place qui pourraient par la suite faire la collecte de données si on doit avoir une répétition dans le temps. À mon avis, la principale responsabilité aussi des individus réside dans le fait qu'on doit faire pression sur les paliers décisionnels qui sont au-dessus de nous. Donc, faire pression sur les départements et sur les regroupements de chercheurs et associations pour qu'eux puissent nous aider en fait et mettre en place différentes actions pour réduire notre nécessité de voyager. Donc, on parle responsabilité associative et départementale. J'écris Petit train va loin, en fait, parce que c'est souvent beaucoup plus simple de faire changer les choses à petite échelle qu'à large échelle, donc au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental. Il y a un exemple qui est super intéressant qui a été mis en place par le département de géographie, d'urbanisme et d'environnement de l'Université de Concordia. Ils ont adopté une politique départementale qui vise à encourager la réduction de l'empreinte carbone des membres du département. Par exemple, avec cette politique-là, les profs du département doivent probablement déclarer tous les voyages en avion qui sont effectués dans le cadre de leur travail. Par la suite, bon, ils doivent prioriser les rencontres, des conférences qui ne nécessitent pas de voyager. Donc ça, c'est un bel héritage de la COVID. En plus, maintenant, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses à distance grâce à différents moyens multimédia. Dans cette politique-là, à Concordia, les profs doivent aussi prioriser les déplacements terrestres si on est capable de faire le déplacement en moins de 12 heures de Montréal. 12 heures de route ou de train, on peut se rendre très loin. Prioriser des voyages de longue durée plutôt que de courts séjours de recherche ou de conférences, ce qui est aussi une très bonne idée. On a eu différents exemples. En fait, moi, je suis au courant de différents exemples de gens qui prennent l'avion, un aller-retour Montréal-Toronto pour une journée, par exemple. J'en ai même vu jusqu'à Ottawa qui prennent l'avion. Moi, je suggère de ne pas faire ce genre de déplacement-là. Finalement, refuser de participer à des activités qui demandent de voyager, mais qui offrent des activités, en fait, qui demandent de voyager, mais qui en plus offrent une faible bénéfice académique. À Concordia, ils encouragent leurs profs à refuser ce genre de voyage-là. Et évidemment, ils encouragent les profs à encourager leurs étudiants à participer à des activités qui ne requièrent pas nécessairement de prendre l'avion. Puis par la suite, bien évidemment, au niveau départemental, on se retrouve avec un petit groupe. Et bien, une des responsabilités, c'est aussi de faire pression sur les institutions qui sont plus grosses. Un exemple du pouvoir de réduction de l'empreinte carbone des départements ou des associations plus largement, c'est celui de l'AGU. Mathilde, je pense que je tu peux donner. juste dire quelques mots. C'est ça, juste pour donner un autre exemple. Dans le fond, il y avait des gens qui avaient fait un calcul. Il n'y a rien qui a été mis en place encore, mais c'était juste pour montrer, dans cette conférence annuelle-là, il y a beaucoup de scientifiques du climat. Puis il y en avait qui avaient fait un calcul. Il avait montré que si on change la localisation pour la localisation optimale au milieu de où se trouve tout le monde, déjà, on peut sauver 15% des émissions. Donc, pas la localisation la plus cool qui va attirer le plus de monde, comme de faire ça à Hawaï. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut pas se cacher. Là. Tantôt, Julien a mentionné le côté jet-set à voyager pour ses études.
je pense que pour les étudiants aussi, c'est vu comme un petit plus, un avantage, parce qu'on n'est pas nécessairement, on n'a pas le gros salaire et tout ça, mais c'est le fun d'avoir ces occasions-là, de profiter des conférences pour voyager. Mais je pense qu'on peut aussi se poser la question, qui est-ce qui n'est jamais revenu d'une conférence en se disant, ouais, finalement, ça n'a pas été si utile que ça. Une autre option qu'ils ont calculée, c'est si on fait 3 sous-conférences au lieu de faire une conférence, avec dans 3, une en Europe, par exemple, une en Amérique, peut-être une en Asie, à ce moment-là, on sauve 70% des émissions. Oui. Je regarde le sondage rapidement. Je trouve ça super intéressant. La majorité, ou peut-être pas la majorité, mais une grande partie de vous pensez que ça revient aux institutions de légiférer, en fait, ou de mettre en place différentes actions pour réduire l'empreinte carbone. Et ben justement, on va parler de ça un petit peu, la responsabilité des institutions. Les initiatives qui ont été mises en place à GPE Concordia, donc le département de géographie, sont un super bon point de départ. Puis, il y a différentes universités qui ont utilisé le même genre d'initiatives, entre autres l'ETH à Zurich et l'Université de Lund en Suède. Donc, premièrement, il y a différents trucs que les universités peuvent mettre en place et c'est premièrement de permettre d'utiliser un moyen de transport qui serait peut-être plus cher que l'avion, mais qui serait moins polluant. En ce moment, dans beaucoup d'institutions, l'achat en fait de billets va toujours se faire au plus bas coût. Et malheureusement, le train est souvent beaucoup plus cher que l'avion, surtout en Europe. On voit souvent des vols à moins de 5 €, tandis que prendre le train, c'est beaucoup plus cher. Donc, une des premières initiatives que les universités pourraient mettre en place, c'est de donner le choix aux chercheurs de payer un peu plus pour réduire leur empreinte carbone. Il y a différentes universités qui vont un petit peu plus loin que ça. Entre autres, l'Université d'État de l'Arizona. Eux, ils ont un système centralisé d'achat de billets, autant de trains, d'avions. Et sur chaque achat d'avion qui est fait, il y a une taxe de 12 $ qui est prélevée par l'institution et qui est posée dans un fonds qui est géré par l'université. Cette taxe-là permet de financer des initiatives locales qui vont permettre de mitiger les émissions de carbone de l'université pour lui permettre d'atteindre la neutralité de carbone d'ici 2035. Donc, à mon avis, c'est une super belle façon de faire les choses. Une taxe de 12 $ sur un billet d'avion qui peut coûter jusqu'à 1 000 $, je pense que ça ne fait pas un trop gros trou dans le budget de recherche, mais ça peut avoir un très fort impact. Un des trucs, et moi, c'est mon petit point que je trouve le plus important, les universités ne colligent pas nécessairement les données de la mobilité académique. Un des premiers pas que les universités et les institutions en général devraient prendre, c'est justement de colliger ces informations-là pour, par la suite, se donner des cibles de réduction qui seraient basées sur les chiffres de la mobilité de leur personnel. Et évidemment, utiliser ces données-là qui seraient recueillies comme un outil de sensibilisation aux impacts environnementaux des activités de la recherche. Puis encore, mais je reviens avec le même argument, les institutions devraient aussi faire pression sur les organismes subventionnaires qui sont souvent gérés par les gouvernements. Ce qui amène justement à la responsabilité gouvernementale des organismes subventionnaires. Un des trucs qu'on remarque souvent et que vous avez peut-être été confronté, c'est... Mathilde, est-ce que tu peux changer la diapo? Merci. C'est de permettre en fait ou d'obliger l'achat de crédits compensatoires. Les FRQ au Québec permettent depuis 2019 d'acheter des crédits de compensation à même les fonds de recherche. Au Conseil fédéral de la recherche, le remboursement se fait seulement si la dépense est initialement intégrée à la facture du fournisseur qui nous donne en fait le service. Donc, par exemple, au Québec, c'est le cas quand on achète de l'essence. Il y a une taxe sur l'essence pour la voiture qui est à l'intérieur, qui vise à compenser. Pour les avions, c'est une autre paire de manches. Et pour les conseils fédéraux de la recherche, on ne peut pas acheter des compensations de nous-mêmes par la suite. Il y a un truc qui serait très intéressant,
c'est dans les subventions de recherche, d'imposer, en fait, que les organismes subventionnaires pourraient imposer une dispense minimale pour les dépenses de voyage. Donc, en deçà de, je ne sais pas, 1000 km, par exemple, les dépenses pour un billet d'avion ne seraient pas remboursées. On pourrait aussi mettre en place une politique qui viendrait limiter le nombre de voyages qui serait possible de faire avec une même subvention. Des subventions, bon, il y en a pas de tous les coûts. Donc, un des trucs qu'on pourrait faire, c'est de limiter le nombre de voyages qui pourraient être remboursés par ces genres par les subventions de recherche, pardon. Ben oui, merci Julien. Dans le fond, maintenant, normalement, on distribuait des feuilles. Peut-être on peut partager le lien dans le chat. Nous, on avait accompagner ça, si on veut, d'un engagement où on vous encourage à aller signer puis à vous engager, dans le fond, à réduire vos voyages en avion, soit maximum 1 an par année ou réduire de 1 par année si vous voulez prendre quelque chose d'un peu plus soft pour commencer. C'est sûr que là, l'année prochaine ou cette année, avec la COVID, ce sera facile, mais c'est quelque chose à maintenir dans le temps. Donc, je vous encourage à aller visiter rapidement le site web pour signer. Puis, je vais remontrer les résultats du petit sondage qu'on a fait pendant que Julien parlait, où on vous demandait là, à qui revient selon vous la responsabilité. On voit que près de la moitié des gens ont répondu aux universités. Après ça, on a les gouvernements, les individus. Donc, je pense que ça va pouvoir être bien intéressant pour ouvrir la discussion. Est-ce que Alison est là? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation-là. Donc, je rappelle à tout le monde, donc j'ai vu passer beaucoup de questions sur le côté. Il y a des gens qui ont posé des questions. Donc, on va pouvoir maintenant ouvrir à la discussion. Maxime va arrêter aussi l'enregistrement. Donc, à partir de maintenant,